tous, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une conférence sur la rhumatologie. Nous recevons le docteur Abad qui va prendre la parole d'ici quelques instants. Je souhaitais vous remercier pour votre présence et remercier également Medavis pour la collaboration sur cet événement. Docteur Abad, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire ce qu'est la rhumatologie? Bien sûr. Exactement, ce qu'elle recouvre. D'accord. Donc, merci pour votre invitation. Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Abad, je suis médecin spécialiste en rhumatologie. Je travaille à la fois en libéral dans le Val-de-Marne et je suis également attachée à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Donc, l'objectif de cette intervention, c'est de mieux comprendre les maladies rhumatologiques. J'ai l'impression que ça ne passe pas la flèche. Donc, c'est de mieux comprendre les maladies rhumatologiques, de prendre conscience de leur impact dans la vie quotidienne, d'identifier des moyens de prévention et les principaux axes de traitement. Il faut savoir que la rhumatologie, c'est une spécialité médicale qui reste assez méconnue. En effet, certains demandent si on s'occupe des rhumes, d'autres me demandent si je fais des massages pour les personnes âgées. Hier, j'ai vu un patient en consultation qui venait pour une toux. Et en fait, on s'occupe de beaucoup de choses, mais surtout de tout ce qui concerne les articulations, les os, les muscles, les tendons et parfois les nerfs périphériques. Donc, c'est un domaine assez vaste. On s'occupe de maladies qui sont dites soit inflammatoires, comme les polyarthrites rhumatoïdes, les spondylarthrites, soit dégénératives, comme l'arthrose, les tendinites, soit métaboliques, comme la goutte. Donc, le rôle du rhumatologue, c'est de faire un diagnostic, de proposer des traitements adaptés. On travaille avec d'autres professionnels de santé, notamment avec beaucoup les kinésithérapeutes, mais également les chirurgiens orthopédiques, les neurochirurgiens, les rééducateurs, les podologues, les radiologues. Donc, pour faire le diagnostic, on peut s'aider d'examens d'imagerie, radiographie, IRM, scanner, et également d'examens biologiques, donc faits par prise de sang, où on peut retrouver de l'inflammation, des anticorps, pas mal de choses qu'on recherche. Et il faut savoir que depuis 2017, le rhumatologue est formé à l'échographie. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui disposons d'échographes en cabinet, comme vous le voyez dans mon cabinet ici. Et grâce à ça, ça nous permet à la fois d'aider notre diagnostic et également de guider certains gestes thérapeutiques. Voilà. Alors, qui est concerné par les maladies rhumatologiques? Et bien, finalement, tout le monde, enfants, adultes, personnes âgées. Bien sûr, en fonction de l'âge, les pathologies ne sont pas les mêmes. Chez les enfants, on rencontre ce qu'on appelle des arthrites juvéniles. Chez les personnes plus âgées, plus classiquement, c'est de l'arthrose ou de l'ostéoporose. Chez les femmes ménopausées, par exemple, de l'ostéoporose. Et chez les gens plus jeunes, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on rencontre plus spécifiquement. Voilà, en gros. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas bien passé cette slide, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a énormément de monde qui est touché par les douleurs articulaires, puisqu'on estime qu'environ 12 millions de personnes sont touchées en France par des rhumatismes, avec le plus fréquent qui reste l'arthrose. Et on estime environ qu'un Français sur deux a des douleurs articulaires. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. La Haute Autorité de Santé estime que les maladies rhumatologiques sont la deuxième cause de handicap en France. Donc, c'est un domaine qui peut avoir un impact important sur la qualité de vie, en particulier sur le sommeil, sur la concentration. Ça peut entraîner une perte de mobilité et donc entraîner un isolement, de la fatigue, une souffrance psychologique, de la dépression. Donc, on va voir ensemble les maladies rhumatologiques les plus fréquentes, que l'on rencontre le plus souvent en consultation,
avec les questions qu'on me pose le plus souvent en consultation. Et en fonction de chaque pathologie, on verra un peu les différents moyens de prévention et les principaux traitements. Alors, d'abord, je vais vous parler de l'arthrose, puisque c'est en effet le rhumatisme le plus fréquent. Donc, pour comprendre l'arthrose, il faut comprendre ce qu'est une articulation. Une articulation, donc, c'est un assemblage de deux os qui s'articulent ensemble, qui donnent la mobilité. Cet assemblage est entouré d'une poche qu'on appelle la capsule articulaire. Et à l'état normal, cette capsule est remplie de liquide en faible quantité qui est en fait un lubrifiant. Il y a aussi le cartilage à la surface de l'os, qui est un protecteur un peu gélatineux, donc ça ressemble à un amortisseur de voiture. Et l'arthrose, c'est une maladie du cartilage, donc de cet amortisseur qui s'abîme. En s'abîmant, ça libère des protéines inflammatoires dans la capsule, donc qui peut être à l'origine d'un épanchement articulaire, d'un gonflement, d'une douleur importante. Et cet épanchement, cette atteinte de la capsule, donc ça abîme la capsule articulaire et ça peut abîmer l'os qui est en dessous du cartilage qui se déforme. C'est ce qu'on appelle les ostéophytes. Toutes les articulations peuvent être touchées par l'arthrose, notamment le plus fréquent, probablement le genou, mais ça peut toucher également les doigts, les hanches, le rachis cervical, le rachis lombaire. L'évolution des douleurs, elle se fait par crise avec des périodes d'accalmie. Et parfois, c'est plus chronique avec des douleurs un peu plus permanentes. Alors, pourquoi une personne a plus de chances qu'une autre de développer de l'arthrose? Plusieurs de mes patients me conseillent de ne pas vieillir et en effet, l'arthrose touche plus souvent les personnes âgées et une personne sur deux après 90 ans. Donc, l'effet du temps est important dans l'apparition de l'arthrose, mais elle peut toucher des gens bien plus jeunes, notamment qui ont certains facteurs de risque. Les facteurs de risque qu'on connaît dans l'arthrose, c'est le surpoids, qui est à l'origine de l'apparition de l'arthrose. Et ça peut être lié aux contraintes mécaniques plus importantes. Ça, on l'explique dans les articulations qui portent le corps, comme les hanches, les genoux, les chevilles. Mais c'est également le cas parce que l'arthrose, la graisse produit des protéines inflammatoires qui vont s'attaquer aussi aux articulations et pas forcément les articulations portantes. Donc, une perte de poids, même modérée, diminue l'arthrose, diminue l'apparition de l'arthrose. Donc, ça, c'est une chose importante. Voilà. Après, il y a les facteurs de risque sont la génétique. On n'est pas tous égaux face à l'arthrose et on a plus de chances d'en développer quand nos propres parents en ont. Et puis, il y a certaines maladies articulaires qui sont à l'origine secondaire. Par exemple, c'est tout ce qui est traumatisme, comme les entorses, les problèmes de ménisque, les opérations chirurgicales, les problèmes de tendons, tout ce qui a pu toucher, abîmer l'articulation. Et enfin, le dernier point important, c'est que l'immobilisation est nocive et on est dans une société très sédentaire et la sédentarité fait qu'il y a une diminution de la qualité du cartilage parce qu'il y a une belle harmonie qui se crée notamment entre les muscles et les articulations. Et donc, la sédentarité joue un rôle dans l'arthrose. Après, bon, il y a d'autres petites choses comme les hyperlaxités, les anomalies morphologiques qui peuvent favoriser l'arthrose. Donc, l'activité physique est importante pour limiter l'apparition de l'arthrose. Et il faut savoir que le sport, même en dehors, le sport en dehors de la pratique sportive à haut niveau, n'aggrave pas les lésions du cartilage. Donc, il faut privilégier un sport qui vous plaise. Un chiffre à garder en tête qui peut être important, c'est le fameux 6000 pas par jour, parce que c'est un objectif qui est facilement atteignable. Et c'est parfois important de se fixer des objectifs dans les activités physiques. Je vais faire un petit focus sur le traitement de l'arthrose du genou. Donc, les traitements, ils visent à soulager les symptômes, à améliorer la qualité de vie. Donc, il n'existe pas de parallèle radioclinique. Ça veut dire qu'une arthrose très légère sur la radio peut engendrer des douleurs importantes. Et l'inverse est vrai aussi. C'est des gens qui ont beaucoup d'arthrose sur la radiographie, mais finalement qui n'ont pas tant mal et qui ne sont pas
tellement gênés dans leur vie quotidienne. Donc, quand on a une crise d'arthrose, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand vraiment la douleur est très aiguë en poussée, il faut éviter tout surmenage articulaire. Il est possible d'appliquer du chaud, du froid. Quand les douleurs sont plus chroniques, on peut faire des exercices de kinésithérapie. Avec le kiné, il apprend à faire des exercices à la maison pour renforcer du renforcement musculaire assez fixé en fonction de la localisation de l'arthrose, et puis des exercices d'étirement. Encore une fois, le traitement, il passe par la perte de poids si besoin. On peut mettre des petites orthèses d'immobilisation. Parfois, on met des semelles orthopédiques pour corriger la posture. Quand il y a de l'arthrose dans plusieurs articulations, on propose volontiers des cures thermales. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'aucun médicament, sur le plan scientifique, ne permet de ralentir l'usure de l'articulation ou même de régénérer le cartilage. Sur le plan des médicaments, quand il y a une poussée aiguë, on peut utiliser des anti-inflammatoires, mais d'une durée pas trop importante parce qu'il y a des risques à la prise continue d'anti-inflammatoires. Et les antalgiques plus forts, normalement, ne sont pas trop recommandés parce qu'il y a des risques également liés à l'utilisation des antalgiques plus forts que le paracétamol. On peut utiliser les anti-inflammatoires sous forme de pommade aussi ou de gel. Et puis, on peut faire des infiltrations qui sont possibles dans le genou à base soit de cortisone, soit d'acide hyaluronique, soit de plasma riche en plaquettes. Donc, toutes les infiltrations, c'est une aiguille qu'on met dans l'articulation et on met un produit à l'intérieur même de l'articulation. Quand le genou est très gonflé, on enlève le liquide qui est présent dans l'articulation pour soulager un petit peu les douleurs et on met de la cortisone, donc il y a un anti-inflammatoire qu'on met très localement pour diminuer les douleurs, le gonflement. On utilise aussi parfois l'acide hyaluronique. On dit qu'il aura un effet sur le plus long terme, mais son efficacité reste controversée et d'ailleurs, c'est un produit qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et un produit dont on entend parler plus souvent depuis récemment, c'est le plasma riche en plaquettes. Donc, on fait une prise de sang, on prend du patient et on le réinjecte, on le centrifuge, et ce qui nous permet de garder uniquement les plaquettes, et on réinjecte ces cellules dans le genou. Et de même que l'acide hyaluronique, c'est difficile à l'heure actuelle de statuer sur l'efficacité du PRP. Le dernier traitement, c'est le traitement chirurgical. Donc, pour le genou, par exemple, c'est la prothèse totale de genou. Il faut savoir que ce n'est pas un traitement qui est systématique et on l'utilise vraiment en cas d'échec du traitement médical, surtout en cas de handicap important. Voilà, je ne sais pas si on fait une pause sur les questions. Alors, oui, j'ai quelques questions justement pour parler du genou. Alors, effectivement, vous n'êtes pas en ligne pour faire des consultations, mais vous pourrez répondre en fonction de ce qu'il est possible. L'injection de PRP est-elle vraiment efficace pour traiter l'arthrose du genou? Ah bah oui, donc c'est ce dont je parlais plus tôt. Donc, c'est encore assez controversé, mais ça marche quand même assez bien pour nombre de patients. Faute de preuves scientifiques très solides, c'est des injections qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc, voilà ce que je peux dire sur le PRP. L'algodystrophie du genou, quel traitement préconisez-vous? Alors, l'algodystrophie du genou, c'est encore une maladie assez différente de l'arthrose du genou. Souvent, l'algodystrophie, la plupart du temps, elle intervient après un traumatisme qui peut être une chirurgie ou une fracture, des problèmes de ménisque, des problèmes de ligaments. Le traitement de l'algodystrophie, en première intention, normalement, c'est plutôt des traitements de kinésithérapie pour essayer de gagner en amplitude articulaire avec des moyens pour la douleur qu'utilisent les kinésithérapeutes. C'est le traitement de première intention. Après, l'algodystrophie du genou, ce n'est pas la localisation la plus fréquente d'algodystrophie.
Voilà, il y a d'autres choses, mais le traitement premier, ça reste la kinésithérapie. Discopathie L5S1, et là c'est précis, hein, et arthrose interfacétaire, quelle thérapie et quelle pratique sportive? Ah oui, bah alors ça, je vais en rediscuter après, au moment des lombalgies. Donc, on va en rediscuter. D'accord, ok. Je regarde. Alors, ça n'a pas un rapport avec l'arthrose, mais des crises de gouttes peuvent-elles causer des dommages aux articulations? Oui, tout à fait. Je reparlerai de la goutte aussi. D'accord. Mais il est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toutes les maladies articulaires qui touchent l'articulation peuvent engendrer des dégâts, et c'est ce qu'on appelle l'arthrose secondaire. Donc c'est vrai que la goutte c'est une maladie qui peut en effet causer des dégâts articulaires. Le froid. Est-ce que si on expose une partie de notre corps, notamment les mains ou les pieds par exemple, au froid, est-ce que ça va favoriser de l'arthrose? Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, parce que d'ailleurs, c'est un traitement qu'on utilise dans les crises d'arthrose, on utilise le froid. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent que leur douleur se modifie par rapport au temps, et c'est plus l'humidité qui va, ou la pression atmosphérique qui fait que ça aggrave un peu les douleurs de l'arthrose. Donc, c'est pas le froid, mais Non, ce n'est pas vraiment le froid, mais en effet, il y a beaucoup de patients qui rapportent que l'humidité peut aggraver les douleurs. ok. Bon, là, j'ai fait le tour des questions qui concernent plus ou moins le sujet. Comme ça, vous pouvez poursuivre. Ok. Donc ensuite, on va parler de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique. C'est une maladie auto-immune. L'inflammation, normalement, est bénéfique pour notre corps pour éliminer un agent pathogène. Dans la polyarthrite rhumatoïde, la réaction inflammatoire continue malgré l'absence d'ennemis. Et la cible principale de cette inflammation, c'est l'articulation. Donc, le mot arthrite, il désigne une inflammation de l'articulation. Et le préfixe poly, ça veut dire plusieurs. Donc, ça veut dire plusieurs articulations inflammées. Et en l'absence de prise en charge, cela entraîne des destructions articulaires. Et donc, des grosses déformations, comme on peut le voir sur la photo. Les symptômes, ce sont des douleurs inflammatoires, c'est-à-dire des douleurs qui réveillent la nuit, avec une sensation de raideur le matin qui peut être assez prolongée, et également des gonflements, des déformations, ça engendre un handicap. C'est une maladie qui touche principalement les mains et les pieds, mais elle peut avoir des répercussions sur d'autres organes, comme les poumons, les yeux. Et en fait, c'est le corps qui fabrique des auto-anticorps, donc des anticorps dirigés contre le soi, que l'on peut retrouver d'ailleurs dans la prise de sang et qui nous aident à faire le diagnostic. L'objectif du traitement, c'est de réduire l'inflammation, d'endormir la maladie, de limiter les douleurs et les gonflements. C'est une maladie qui évolue par poussée, qui peuvent être traitées par anti-inflammatoires, corticoïdes, encore une fois avec une durée assez courte, parce que c'est des traitements qui, sur le long terme, ont des effets secondaires trop importants. Les infiltrations sont possibles aussi, et le traitement de fond est indispensable. On doit le mettre le plus tôt possible pour éviter justement que les articulations s'abîment. Le traitement de référence, c'est le méthotrexate qu'on utilise depuis des années, qui a une bonne efficacité. Et il y a une révolution depuis plusieurs années en rhumatologie qui sont l'arrivée des biothérapies, qui sont des médicaments extrêmement efficaces sur les rhumatismes inflammatoires, en particulier sur la polyarthrite rhumatoïde. C'est des médicaments qui ciblent spécifiquement des responsables de l'inflammation dans le corps. Et donc, il y a plusieurs types de biothérapie. Et l'objectif, c'est de contrôler la maladie et d'éviter l'aggravation des dégâts articulaires. Il y a quelques effets secondaires de ces traitements, bien entendu. Et donc, voilà, c'est des médicaments qui nécessitent quand même des précautions particulières. Et le principal facteur de risque de la polyarthrite rhumatoïde, c'est le tabac, qui a un rôle à la fois dans l'apparition de la maladie et qui aussi diminue l'effet de nos traitements.
Donc, c'est important dans cette maladie d'arrêter de fumer si on fume. Ensuite, il y a pas mal d'autres rhumatismes inflammatoires avec en tête de file la spondylarthrite ou le rhumatisme psoriasique, qui sont en fait une famille de maladies. C'est des maladies qui touchent l'anthèse, c'est la zone d'insertion sur l'os des tendons, des ligaments, de la capsule. La douleur, elle peut être localisée à de nombreux endroits, notamment le bassin et les vertèbres. C'est le plus classique dans la spondylarthrite, c'est l'atteinte du bassin et du rachis. Mais ce n'est pas systématique, ça peut toucher toutes les articulations. Sur le long terme, ça peut engendrer une ankylose du rachis et donc une perte de souplesse et une déformation de la colonne vertébrale. Les douleurs sont encore une fois inflammatoires, avec donc des réveils la nuit, le matin une bonne raideur, et ça s'améliore normalement avec l'activité. C'est des maladies qui sont associées à d'autres maladies comme le psoriasis qu'on voit là sur la photo, qui est une maladie de la peau, des uvéites ou des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On ne connaît pas complètement bien l'origine de la maladie, mais on sait que l'antigène HLA-B27 joue un rôle. Voilà. Mais malgré tout, le diagnostic, il se fait sur plusieurs critères. On fait des puzzles et il faut qu'il y ait certaines pièces qui sont indispensables au puzzle. Donc, juste le HLA-B27 ne permet pas de retenir le diagnostic. Donc, comme la polyarthrite, il est important de faire un diagnostic précoce parce qu'il y a des traitements qui sont très efficaces. Les biothérapies, encore une fois, qui ne sont pas les mêmes qu'on utilise pour la polyarthrite, qui sont d'autres, même s'il y a quand même des biothérapies communes entre les deux, permettent de limiter les déformations, permettent de limiter le handicap. Et à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des sportifs de haut niveau qu'on connaît tous qui ont des spondylarthrites et qui vivent avec ça et qui arrivent à avoir leur vie de sportifs de haut niveau. Donc, c'est quand même des traitements qui ont révolutionné la rhumatologie. Alors, ensuite… Avant qu'on passe à l'ostéoporose, j'avais une question sur la spondylarthrite. Comment est-elle diagnostiquée? Oui, alors oui, ce que je vous disais, c'est comme un puzzle. Donc, il ne faut pas un seul critère. Par exemple, le HLA-B27, l'antigène, il nous aide à faire le diagnostic, mais on sait qu'il y a 8% de la population qui est porteur et il n'y a pas 8% de la population qui a une spondylarthrite. Donc, c'est un des critères, mais il y a d'autres critères. Un critère essentiel qui nous aide beaucoup, c'est l'atteinte pour la spondylarthrite axiale, donc, qui touche plutôt le dos. C'est l'atteinte des sacro-iliaques avec une inflammation qu'on voit au niveau des articulations sacro-iliaques qui sont dans le bassin. Et ça, c'est un des critères très importants pour le diagnostic. Un autre critère, ça peut être l'inflammation qu'on voit dans la prise de sang, qui nous aide aussi à faire la diagnostic. Et après, il y a une partie des critères qui sont les douleurs de type inflammatoire, c'est-à-dire des douleurs plutôt nocturnes, plutôt le matin au réveil, avec un dérouillage matinal, on a du mal à se lever, on est assez raide le matin pendant longtemps. Voilà, c'est plusieurs critères qui nous permettent de faire le diagnostic. D'accord. Alors, et dans le même sujet, enfin, juste avant, c'était sur la polyarthrite rhumatoïde. Ouais. Quel médicament avant une biothérapie? Pardon, quel médicament avant une biothérapie? Oui. Alors, le traitement de référence, c'est le méthotrexate en France actuellement et dans le monde. Et donc, c'est le traitement de référence, à moins d'avoir une polyarthrite avec des critères de sévérité extrêmement importants pour aller directement à une biothérapie. Mais habituellement, le traitement, c'est le méthotrexate. Et si le méthotrexate n'est pas bien toléré ou n'est pas assez efficace, dans ces cas-là, on passe à la biothérapie. C'est classique. Hein. Enfin, il y a parfois des petites subtilités, mais dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe. Très bien, merci. Donc ensuite, l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, c'est une maladie du squelette, donc c'est une diminution de la résistance osseuse. Elle est due à une baisse de la densité osseuse, donc il y a une détérioration de la qualité de l'os, comme on le voit sur la photo de gauche. Et c'est à l'origine de fractures parce que la résistance osseuse est moins importante.
C'est une maladie qui est très répandue puisqu'après 50 ans, on estime qu'une femme sur 2 et un homme sur 5 auront une fracture ostéoporotique dans leur vie. Il faut savoir que l'os, il se renouvelle constamment. Donc, il y a un équilibre entre la résorption osseuse et la fabrication de l'os. Et après la ménopause, on sait que la baisse d'hormones fait qu'on a une plus grande résorption osseuse, donc une diminution de la densité osseuse. C'est la perte des œstrogènes, donc qui augmente le remodelage osseux. Et il y a d'autres facteurs de risque que la ménopause qui augmentent la perte osseuse. Il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a la prise de certains médicaments, certains facteurs génétiques et certaines maladies. Il faut savoir que là, c'est une maladie silencieuse qui ne donne pas de douleur, l'ostéoporose. Contrairement à la plupart des maladies qu'on voit en rhumatologie, on ne les voit pas, celle-ci ne donne pas de douleur jusqu'à l'apparition de la première fracture, c'est-à-dire que les fractures, par contre, engendrent souvent des douleurs. Et la plupart du temps, les fractures ostéoporotiques sont des fractures qui surviennent suite à des traumatismes minimes. Un éternuement, voilà, ou soulever quelque chose de lourd. Et ça peut engendrer une fracture. Et dans ces cas-là, on suspecte une ostéoporose, donc une diminution de la densité osseuse. Sachant que certaines fractures ne sont pas toujours douloureuses, notamment les fractures vertébrales, que parfois on suspecte parce qu'on a perdu beaucoup de taille, on fait des radios, on retrouve des fractures vertébrales et donc on se pose la question d'une ostéoporose sous-jacente. Et donc, quelles sont les mesures de prévention? Donc, pour faire le diagnostic, on utilise un examen qui s'appelle la densitométrie osseuse et qui nous permet de dépister la maladie avant la fracture. Et on l'a fait parfois quand on a une fracture ostéoporotique avant de débuter un traitement. Comment prévenir cette maladie? Donc, c'est important d'avoir un bon apport en calcium, donc qu'on retrouve dans l'alimentation avec des produits laitiers notamment, mais certaines eaux qui sont enrichies en calcium. Et on estime actuellement qu'on a besoin entre 1 g à 1,2 g d'apport calcique par jour. Donc, on peut le calculer. Voilà. Après, il faut également avoir un bon taux de vitamine D. Et ça, malheureusement, c'est surtout apporté par le soleil, qui a des effets aussi un peu néfastes. Et donc, on est souvent obligé de le supplémenter grâce à des ampoules de vitamine D. L'activité physique, encore pour cette maladie, est très importante parce qu'on sait que les sports en charge qui ont un impact avec le sol renforcent les os. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est prévention des chutes, notamment chez les gens assez âgés. Donc, faut faire attention, par exemple, au tapis. Faut traiter éventuellement des problèmes de vertige, de problèmes de tension, pour éviter les chutes, pour éviter les fractures. Le tabac et l'alcool jouent un rôle sur l'os, puisqu'ils diminuent la densité osseuse. Et on a des traitements qui permettent de renforcer les os, soit en diminuant la résorption osseuse, soit en augmentant la stimulation de la formation osseuse. Et ces traitements-là, les plus connus, ce sont les biphosphonates. Mais il y en a d'autres et ils nous permettent de renforcer les os pour éviter justement les fractures. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie. Non, sur l'ostéoporose, non. Alors, du coup, on peut parler de la goutte. Justement, il y avait une question tout à l'heure sur la goutte. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une maladie du XVIIe siècle, une maladie de Louis XIV. Et en fait, non, c'est une maladie qui est bien fréquente, qu'on voit souvent en consultation. C'est un rhumatisme inflammatoire qui est lié en fait à des microcristaux qui se déposent dans les articulations. Donc, c'est une molécule qui est en excès dans le corps, qui s'appelle l'acide urique. Et à un taux élevé, elle entraîne des précipitations de cristaux dans les articulations. Donc, un taux d'acide urique trop important, ça peut être lié à quoi? Ça peut être lié à la génétique, encore une fois. On a plus de risques si nos parents avaient ce genre de problème. Ça peut être lié à l'insuffisance rénale, parce que le rein ne fait pas bien son travail d'élimination de l'acide urique et donc en garde trop dans le corps. Et ça peut être lié à certains médicaments, notamment les plus connus sont les diurétiques, qu'on utilise beaucoup pour le cœur et qui font augmenter le taux d'acide urique. Il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en purine et qui augmentent le taux d'acide urique.
et par exemple tout ce qui est charcuterie, soda, bière, même la bière sans alcool, les alcools forts, tout ça augmente le taux d'acide urique. Et donc, quand on est sujet à la goutte, il est important d'éviter ces aliments ou de les réduire au maximum. Donc, la goutte, là, je vous ai mis la photo la plus typique, c'est-à-dire qu'elle touche le plus souvent le gros orteil et qu'elle donne comme ça un gonflement, une rougeur, une chaleur. Donc, c'est une arthrite, c'est-à-dire une inflammation d'une articulation. Donc là, c'est le gros orteil, mais toutes les articulations peuvent être touchées, surtout les mains, les pieds. Voilà. Sur la prise de sang, on voit souvent une grosse inflammation quand on est en crise. Les crises peuvent s'améliorer toutes seules, mais le crise, c'est encore une fois les anti-inflammatoires, la cortisone et la colchicine. On peut avoir recours au repos articulaire, on peut mettre un peu de glace pour soulager l'articulation. Et on sait que l'apparition d'une crise de goutte nécessite la mise en route d'un traitement de fond, donc un traitement qui diminue le taux d'acide urique pour éviter les nouvelles crises de goutte. C'est un traitement qu'on met à vie quand on commence et on surveille le taux d'acide urique dans la prise de sang pour vérifier qu'il est au bon taux pour éviter donc les crises de goutte. Et encore une fois, dans cette maladie aussi, c'est important d'avoir une bonne activité physique et de perdre du poids. Ça fait partie de la maladie. Voilà. Alors ensuite, il y a les lombalgies chroniques. Alors les lombalgies chroniques, c'est un mal de dos qui est localisé en bas du dos. Et chronique, ça veut dire que ça dure plus de 3 mois. C'est une cause très fréquente de douleur, c'est une cause très fréquente d'arrêt de travail. Ce qui est un peu difficile pour les patients, c'est qu'on parle parfois de discopathie, parfois d'arthrose articulaire postérieure, parfois de listhésis. Donc, il y a pas mal de mots qu'on utilise. Et finalement, tout ça, ce sont des causes de lombalgie qu'on dit communes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravité particulière, il n'y a pas de cause grave identifiable, mais c'est à l'origine de douleurs qui peuvent avoir un impact important sur la qualité de vie. Et on sait que c'est très fréquent puisqu'elle concerne un adulte sur 5 au cours de sa vie. Voilà. On sait que le traitement repose sur le mouvement, encore une fois, sur l'activité physique, sur la reprise des activités. Donc, le repos, ce n'est pas une bonne idée, sauf dans certains cas vraiment très extrêmes. Mais il faut retenir quand même que le plus important, c'est d'avoir une activité physique adaptée. On utilise des antalgiques qui peuvent aider ponctuellement, mais qui souvent ne suffisent pas, les antalgiques, les anti-inflammatoires. Et on est beaucoup aidé dans cette maladie par les kinés qui permettent de faire aussi de l'auto-rééducation, c'est-à-dire apprennent les mouvements qu'on peut faire dans la vie quotidienne pour éviter d'avoir mal. Je pense qu'il y avait une question sur les lombalgies chroniques, sur une discopathie. Alors, c'était discopathie L5S1 et arthrose interfacétaire. Quelle thérapie et quelle pratique sportive? Alors, donc la pratique sportive, elle est très importante. Alors, comme tout sport, c'est vrai que c'est important de faire un sport qui plaise, c'est-à-dire pour lequel on va être persistant, on va continuer à en faire. Il y a plein de sports qui sont bien. La natation est bien parce qu'il n'y a pas ce côté d'impact sur le sol, mais ça peut être du vélo, ça peut être de la gym. Voilà, c'est surtout ça. Autre question sur les discopathies, comment soulager des douleurs au niveau des cervicales? Alors, c'est un petit peu les mêmes traitements que pour les lombalgies chroniques. Donc, ça dépend si les douleurs sont très aiguës. Parfois, on met un petit collier cervical. On utilise des antalgiques, des anti-inflammatoires, parfois de la cortisone. Et puis c'est aussi la kinésithérapie qui permet d'aider un petit peu, grâce au mouvement, à soulager les douleurs. Merci. Donc, il y a pas mal d'autres maladies rhumatologiques que je n'aurais pas forcément tout le temps de détailler, mais on s'occupe aussi, donc tout ce qui est tendinite, c'est une maladie aussi, d'ailleurs, qu'on retrouve parfois chez le sportif, avec en premier lieu les tendinites d'épaule, qui sont quand même des choses qu'on voit très souvent.
Et puis aussi, il y a tous les problèmes de canal carpien. Donc, c'est un petit nerf qui est coincé au niveau du poignet, puis qui peut donner la sensation de fourmillement ou de perte de force dans la main. Ensuite, on s'occupe aussi de la fibromyalgie, du syndrome des lèvres dans. Donc là, c'est une photo de la maladie de Dupuytren que je vous ai montrée. Donc, c'est une maladie qui est assez courante et qui empêche en fait l'extension complète des doigts. Comme on le voit là, il n'arrive pas, le monsieur, à tendre complètement son annulaire. Et une des techniques pour traiter cette maladie, c'est ce qu'on appelle l'aponevrotomie à l'aiguille. Donc, on coupe la petite corde dans la paume de la main pour retendre le doigt. Voilà, c'est une possibilité. C'est pas une maladie grave, mais qui peut être un petit peu gênante. Donc, le rôle de la prévention. Donc, c'est vrai que, comme on l'a vu dans la plupart des maladies rhumatologiques, il y a des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, comme l'âge, je n'ai pas encore le secret de la jeunesse éternelle, comme le sexe, comme l'hérédité. Et puis, il y a d'autres facteurs de risque qu'on peut modifier, comme le surpoids, comme l'activité physique, comme les carences alimentaires, notamment dans l'ostéoporose, on sait qu'il faut avoir une bonne alimentation en calcium, enfin, toutes ces choses qu'on peut faire dans l'alimentation. Donc, dans l'arthrose et dans beaucoup d'autres maladies, il est très important de faire attention au poids, donc d'avoir une bonne alimentation et d'éviter le tabagisme, la sédentarité. Il ne faut pas négliger les douleurs articulaires. Il faut consulter quand on a des douleurs, des gonflements, une raideur le matin, pour objectif d'avoir un diagnostic et de pouvoir proposer des thérapeutiques adaptées et d'éviter d'avoir des douleurs qui se chronicisent. Voilà, donc l'activité physique est très importante. La marche, c'est un bon sport, la natation, le vélo, le yoga, il y a pas mal de sports qu'on peut faire. Est-ce que le pilate est bon? Oui, c'est un très bon sport. C'est un sport qui permet un renforcement musculaire assez global et donc c'est un très bon sport. Donc c'est vrai qu'un sport qui motive, ça permet de le garder plus longtemps, donc ça c'est important. Et puis en fonction de chaque pathologie, parfois il y a des sports qui sont plus adaptés que d'autres. Et puis si le sport engendre une trop grande douleur, et ben c'est vrai que dans ces cas-là, il faut peut-être changer de sport ou adapter le sport pour éviter la douleur, pour permettre de faire plus de sport. Quand on parle d'arthrose du genou, c'est une question de Sylviane, est-ce que le vélo, c'est bon? Le vélo, c'est un bon sport pour le genou parce qu'on sait que pour le genou, ce qui est important, c'est de renforcer les muscles et notamment les muscles des cuisses. Et on sait que ça fonctionne bien. Alors, c'est vrai qu'il y a je vois quand même souvent en consultation des gens qui sont gênés et qui ont des douleurs quand ils font du vélo. Et dans ces cas-là, c'est compliqué de faire un sport quand on a des douleurs. Mais si le vélo aggrave pas les douleurs, c'est plutôt très, très bien de faire du vélo. Voilà, donc on a reparlé du sport. Et donc là, oui, et après, donc, tout ce qui est alimentation, notamment dans certaines maladies, donc le calcium, la vitamine D. Dans la goutte, il y a des spécificités dans l'alimentation. Et puis, de manière plus globale, il y a beaucoup de choses qui sont dites actuellement sur les régimes anti-inflammatoires. Et donc, c'est vrai que c'est des régimes des régimes, en tout cas, une alimentation plutôt de type méditerranéenne, ce serait quand même plutôt bénéfique, c'est-à-dire riche en légumes, et puis avec peu de sucre gras saturé, peu de sucre transformé et plutôt riche en oméga 3. C'est des alimentations qui sont plutôt anti-inflammatoires, donc qui diminuent l'inflammation et qui peuvent être bonnes pour la plupart des maladies. Voilà. Après, donc les traitements, c'est vrai que je les ai détaillés dans chaque sous-partie, mais globalement, on se repose beaucoup sur les traitements de la douleur, les anti-inflammatoires, les corticoïdes, qu'on utilise en cas de crise importante, de crise aiguë, mais qu'on ne peut pas utiliser sur le long terme. Dans les rhumatismes inflammatoires, il y a des traitements spécifiques, notamment qui sont les biothérapies, qui ont révolutionné
la rhumatologie et qu'on utilise beaucoup. Et puis, les infiltrations, c'est quelque chose qu'on fait donc beaucoup en pratique courante. Donc, c'est encore une fois, c'est mettre un petit produit à l'intérieur de l'articulation. La plupart du temps, on le fait avec l'échographe pour permettre de mieux guider le geste et de mieux cibler ce qu'on veut cibler. Donc, que ce soit une articulation autour d'un tendon, au niveau du rachis. Voilà, la plupart du temps, on met de la cortisone, qui est un anti-inflammatoire qu'on met localement. Et puis, on peut donc utiliser, comme on en avait parlé pour l'arthrose du genou, de l'acide hyaluronique ou du PRP, mais ça, c'est plutôt vraiment dans les problèmes tendineux ou d'arthrose. Quelles sont les origines des PPR? Donc, la PPR, c'est la pseudopolyarthrite rhizomélique. C'est une maladie qui touche les personnes en général un peu plus âgées et qui donne des douleurs des ceintures scapulaires et pelviennes, c'est-à-dire des douleurs des épaules et du bassin qui sont assez inflammatoires, c'est-à-dire avec une difficulté le matin au réveil, des douleurs insomniantes, une grande altération de la qualité de vie. Et c'est une maladie qui se traite très bien avec la cortisone, mais on sait qu'on est parti sur une corticothérapie d'environ une année, c'est une maladie qui se soigne en environ une année. Alors, l'origine de cette maladie, elle n'est pas bien connue. On pense qu'il y a différents facteurs, peut-être des facteurs de l'environnement, mais il n'y a rien de prouvé sur le plan scientifique et il y a encore beaucoup de choses à apprendre. On n'est pas bien sûr de l'origine de cette maladie. Mais il n'y a pas a priori, il n'y a pas d'origine génétique. Voilà, ça serait plutôt des choses de l'environnement, des pathogènes. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ma présentation. Enfin, en tout cas, on va pouvoir faire un tour des questions, donc. Enfin, ah oui. Oui, pardon, la conclusion. Donc oui, les maladies rhumatologiques sont très fréquentes, très invalidantes. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire au niveau de la prévention et des traitements. Et puis, donc, c'est important de mettre un bon diagnostic pour pouvoir avoir une prise en charge bien adaptée et d'avoir une hygiène de vie importante, avec notamment la au premier plan. Alors, première question. Le nettoyage des débris dans les genoux est-il possible? Oui, parfois on l'utilise quand vraiment on a une arthrose très importante qui fait que ça crée ce qu'on appelle des ostéochondromes à l'intérieur de l'articulation. Je pense que c'est de ça dont on veut parler. Et parfois, vraiment dans des cas où on ne s'en sort pas avec les infiltrations, on fait des lavages articulaires où on enlève un petit peu certains débris articulaires. Mais ça ne répare pas l'arthrose, ça enlève une partie des débris articulaires. Question d'Isabelle, comment détecter la fibromyalgie? Alors, la fibromyalgie, c'est principalement ce qu'on appelle un diagnostic d'élimination, un diagnostic clinique, un diagnostic d'interrogatoire, c'est-à-dire que c'est les symptômes rapportés, c'est l'examen clinique qui nous aide à diagnostiquer et on fait une prise de sang, mais l'objectif de cette prise de sang, c'est d'éliminer d'autres maladies. Parfois, on fait des radios, mais encore une fois, l'objectif, c'est d'éliminer d'autres maladies. Il n'y a pas un test spécifique qui nous permet de faire le diagnostic de cette maladie. Donc, c'est plutôt l'examen clinique. La mauvaise circulation sanguine est-elle un problème pour les douleurs articulaires? Ça peut aggraver probablement une part des douleurs, mais c'est quand même deux choses bien différentes qu'il est parfois difficile de séparer, notamment pour les problèmes de circulation au niveau des pieds avec des pieds gonflés. Parfois, on a du mal à savoir si le problème est plutôt d'origine articulaire ou plutôt d'origine veineuse. Mais c'est deux choses ça peut aggraver un petit peu les douleurs, mais c'est deux choses qui évoluent assez séparément. Est-ce qu'il existe une opération pour soigner une discopathie? Alors, c'est difficile de répondre juste comme ça, mais dans la majorité des cas, ce ne sont pas des maladies qu'on opère. Les opérations sont vraiment réservées au cas où on n'arrive pas du tout à s'en sortir avec la prise en charge rééducative, avec les traitements antalgiques. Et malheureusement, elles ne sont pas toujours
il n'y a pas toujours un bénéfice majeur de ces chirurgies. Mais ça dépend un petit peu après de chaque cas et faut voir un petit peu en fonction de plein d'autres choses sur le plan morphologique qui rentrent en compte. Parce qu'une discopathie, ça dépend si elle est à l'origine du sciatique, s'il y a une hernie discale associée. Voilà, donc c'est ça qui rentre en compte. Là, j'ai un témoignage de Muriel, dont le mari souffre du dos des cervicales, qui l'empêche de marcher plus d'une demi-heure, qui prend forcément des antalgiques, hein, plus des psychotropes pour dormir. Quel conseil et quel avenir pour cette maladie? Alors, oui, c'est difficile de faire le point sans oui. voir, sans examiner, sans voir un petit peu ce qui a été fait. Donc, c'est vrai que c'est une prise en charge surtout avec l'activité physique. Il faut voir s'il y a un problème de surpoids, d'obésité. Et puis, parfois, on fait quand la situation est très difficile, on peut faire des prises en charge rééducatives en centre de rééducation. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont possibles. Mais bon, c'est pas facile de répondre. Et c'est bien donc le rhumatologue qui va proposer. Oui, tout à fait. Oui. C'est important qu'elle voit un rhumatologue dans tout cas. Voilà, oui, voilà. Ça, donc, c'est sûr. Voilà. Et puis, mais peut-être que c'est déjà le cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est important de voir un rhumatologue pour discuter des différentes possibilités. Et parfois, on fait des infiltrations. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Ça dépend beaucoup de son examen clinique, de ses radios. Donc, Muriel, on vous invite à vous rapprocher de votre rhumatologue pour la prise en charge globale. Ensuite, est-ce que le collagène est vraiment efficace pour les douleurs? Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé et que c'est quelque chose qu'on prescrit quand même beaucoup. Alors, on ne peut pas dire à l'heure actuelle qu'il y ait une preuve scientifique du fait que ça régénère le cartilage ou que ça diminue l'évolution de l'arthrose. Donc ça, c'est sûr. Après, il y a certaines personnes chez qui ça améliore les douleurs. Et on sait que c'est des traitements qui sont quand même assez bien tolérés, c'est-à-dire qui n'ont pas d'effet secondaire. Et donc, dans ces cas-là, ça vaut le coup d'essayer. Souvent, on essaye 3 mois et puis on voit un petit peu si ça permet d'améliorer les douleurs. Et dans ces cas-là, on continue, on fait des cures. Voilà, il y a plusieurs traitements qu'on retrouve beaucoup en pharmacie à base de collagène. Alors, vous n'avez pas parlé d'ostéopathie dans la prise en charge? Alors, l'ostéoporose est une ostéopathie et la principale ostéopathie fragilisante, si c'est ça. Je pense que c'était plus ostéopathe. Oui, d'accord, excusez-moi. Oui, dans la prise en charge, oui. Oui. L'ostéopathie, oui, ça peut être une bonne. Ça dépend un petit peu de chaque cas. On l'utilise un petit peu plus peut-être pour le rachis, c'est-à-dire pour les problèmes de lombalgie, à utiliser en fonction des indications, enfin, un petit peu au cas par cas. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'ostéopathie, par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, ni dans l'ostéoporose, ni dans l'arthrose du genou. Donc, c'est plutôt pour les pathologies rachidiennes, éventuellement, en fonction de chaque cas. Mais c'est une possibilité. Est-ce que de craquer le matin, ça augmente l'arthrose dans le temps? Pas forcément, non. C'est pas... c'est pas un signe... c'est un signe, a priori, qu'il y a une petite chose dans les articulations, mais ça ne va pas forcément aggraver le risque d'arthrose plus tard. Donc, si je sens que j'ai des douleurs, en première instance, je consulte qui? D'abord son médecin traitant. D'accord. Ça permet de débrouiller la situation, qui prescrivent les traitements, les examens complémentaires qui sont le plus adaptés à la situation et qui jugera, lui, de la nécessité de voir un spécialiste. Et donc, pour prévenir les douleurs articulaires en vieillissant, vous nous préconisez quoi? Et encore une fois, l'activité physique le plus possible et puis l'alimentation
d'avoir une bonne alimentation équilibrée et d'éviter de prendre du poids, par exemple. Ça peut beaucoup aider. Alors, je fais le tour des questions. Les compléments alimentaires sur les douleurs fournis. Alors, que valent les compléments alimentaires fournis pour traiter, je suppose, les douleurs articulaires? Oui, c'est un petit peu ça rejoint un petit peu la question sur le collagène. Il y a beaucoup de compléments alimentaires qui sont riches en collagène, en glucosamine, en chondroïtine. C'est des produits qu'on utilise dans l'arthrose et qui peuvent diminuer les douleurs chez certains patients. Et donc, on peut essayer de les utiliser. Leur avantage, c'est qu'ils n'ont pas d'effets secondaires, ils sont bien tolérés. Et donc, on peut faire un essai pendant quelques mois et voir ce que ça donne. Mais encore une fois, ils n'ont pas de preuves scientifiques qui diminuent l'évolution de l'arthrose ou qui régénèrent le cartilage. Je continue. Alors, Catherine, infiltration de la hanche, une vraie torture et aucune amélioration. Deuxième hanche, faut-il ne plus jamais refaire d'infiltration? Alors, faut voir un petit peu ce qui a été. Alors, faut voir un petit peu. Faudrait voir les radiographies, voir un peu, et puis voir si ça a été fait pour une arthrose de hanche. J'imagine que c'était ça l'indication. Première hanche. Oui, plus opération. Oui, il y a opération. Oui, elle a été opérée de la hanche? A priori, oui. Hein, c'est en première hanche, infiltration de la hanche, une vraie torture et aucune amélioration. Opération. Deuxième hanche. Faut-il ne plus jamais refaire? C'est difficile de répondre parce que bon, c'est-à-dire, est-ce que c'est une arthrose qui est associée à un épanchement articulaire? Est-ce que la première infiltration, on a mis de l'acide hyaluronique et de la cortisone? Donc, pour répondre, ça nécessite beaucoup plus d'informations. Oui. Et après, le mieux, c'est de se rapprocher encore une fois de son rhumatologue. Hein, oui, il faut voir. Après, c'est pas parce qu'on n'a pas du tout fonctionné avec une infiltration qu'une suivante ne marchera pas. Parce que parfois, il y a des phénomènes différents qui se mettent en place et puis ça dépend ce qui a été mis comme produit dans cette infiltration. Est-ce que c'était de la cortisone? Est-ce que c'était de l'acide hyaluronique? Est-ce qu'ils ont fait juste un test d'anesthésie? Il faudrait voir un petit peu ce qui a été fait. Juste ce que je peux dire comme ça, c'est pas parce qu'une infiltration n'a pas marché à un endroit que finalement elle ne va pas marcher à un autre endroit si on parle d'infiltration de cortisone. Il y a certains patients pour lesquels on fait une infiltration d'un doigt à ressaut, ils n'ont plus jamais de problème. Et puis par ailleurs, on va faire une infiltration dans un autre endroit et ça ne marche pas. Donc c'est vrai que parfois, voilà, il faudrait voir. Oui, je suppose. Donc Muriel, qui a aussi posé une question sur son cas particulier. Si vous devez consulter un rhumatologue, je pense qu'il vous encadrera, il vous répondra. C'est pour répondre au sujet, pareil, d'un témoignage sur... je suppose que vous apporterez la même réponse. Écoutez, on arrive à la fin des questions me concernant. Une dernière question. Faut-il prendre un deuxième avis, selon vous, après avoir vu un professionnel de santé? Est-ce que le deuxième avis, si les traitements n'aboutissent pas, ne portent pas leurs fruits? Disons que ça dépend un petit peu de la pathologie. Il y a certaines pathologies comme les rhumatismes inflammatoires où il y a des médicaments très efficaces et donc c'est dommage de s'en priver. Les autres maladies où c'est des médicaments antalgiques qui sont parfois un peu plus difficiles et qui ne fonctionnent pas non plus tout le temps, ni les infiltrations. Donc ça dépend de la pathologie. Après, si on n'est pas en confiance, je pense que c'est toujours possible de demander un deuxième avis qui pourra conforter le premier avis ou réexpliquer les choses différemment ou proposer d'autres choses. C'est possible. Alors, il existe, pour répondre à Isabelle, des services de deuxième avis médicaux à la CCMO. Les adhérents disposent de cette possibilité de demander un deuxième avis médical. C'est un service complémentaire qui a été mis en place depuis le début de cette année.
Donc, on touche à la fin de cet échange. Je vous remercie, docteur, De rien. d'être intervenu, d'avoir répondu. Je vous invite tous, je vous remercie tous voilà, pour votre participation et on vous invite à répondre au questionnaire de satisfaction. Un QR code vient de s'afficher à l'écran, donc vous pouvez le flasher et répondre à quelques questions qui nous permettront de nous améliorer. Encore une fois, je vous remercie tous. Je remercie Mesdavis, je vous remercie docteur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conférence. Au revoir à tous. Au revoir.